On dit que la justice est aveugle, mais parfois, elle ferme simplement les yeux. Ce matin-là, le couloir du tribunal grouillait de gens en costume bon marché, murmurant des prières en claquant leurs talons sur le carrelage. Tout semblait tendu, comme si les murs eux-mêmes étaient sur le point de craquer. Et puis il apparut. L'agent Carlos Mendoza fit irruption dans le couloir comme s'il s'agissait de son domaine aux larges épaules carrées, mâchoires serrées, le regard constamment scrutant la situation. Il ne marchait pas, il patrouillait, comme si ce lieu de justice était un champ de bataille. Pour lui, toute personne sans uniforme représentait une menace potentielle, surtout si elle n'était pas blanche. Une femme latino se tenait près des bancs, observant simplement les portes du tribunal. Elle ne disait rien, ne filmait rien, elle était simplement là, attendant. Elle portait un chemisier gris foncé, un pantalon simple, rien pour attirer l'attention. La trentaine, la quarantaine, peut-être, elle était assise, immobile et silencieuse. Carlos lui jeta à peine un coup d'œil avant de réagir. Sans prévenir, il lui arracha son sac à main de l'épaule, lui tordit le poignet dans le dos et la plaqua contre le mur. Les menottes claquèrent bien trop fort pour un endroit censé préserver la dignité. Son épaule, puis le côté de son visage heurtèrent le marbre, assez fort pour couper le souffle à un passant. Pourtant, personne ne bougea. Les téléphones sonnèrent, les voyants rouges d'enregistrement clignotèrent, mais les corps restèrent figés. La foule fit ce qu'elle fait quand l'injustice entre avec un badge, elle observa en silence. Elle ne cria pas. Elle ne broncha pas. Elle tourna simplement lentement la tête et soutint son regard non pas avec peur, mais avec un calme clair et inébranlable, comme si elle connaissait parfaitement ce moment. Carlos se tenait au-dessus d'elle, la poitrine haletante, les jointures blanches autour des menottes. Son visage affirmait son contrôle, mais son corps trahissait l'incertitude. Quelque part, hors champ, une lumière d'enregistrement pulsait. L'air était lourd, chargé mais il ne s'agissait pas d'un simple incident désagréable, mais d'une fissure qui n'attendait que d'être élargie. Les palais de justice sont d'une froideur qui dépasse les sols en marbre et la climatisation excessive. C'est le froid du pouvoir tenu en silence. Des bancs de bois impitoyables craquent si vous osez bouger, des murs peints d'un beige fade pour étouffer les émotions, des portes qui s'ouvrent sur une hiérarchie stricte. Chacun connaît sa place, les huissiers s'inclinent devant les juges, les greffiers tapent à la machine sans lever les yeux, et les officiers marchent avec leurs bottes cirées et leurs lourdes ceintures au symbole non de protection, mais de présence. Mendoza se déplaçait dans cette machine comme un engrenage usé, convaincu qu'il entraîne le moteur. Il était là depuis assez longtemps pour connaître les règles tacites, assez longtemps pour croire qu'il pouvait les contourner. Dans son esprit, il était le filtre, décidant qui méritait d'entrer dans ces lieux et qui n'y méritait pas, en se basant simplement sur la couleur de peau ou la posture. Il agissait vite, brutalement et bruyamment, comme si le bruit seul lui donnait raison. Ce jour-là, après l'avoir repoussé à sa place, il retourna à son poste comme si de rien n'était. Aucun rapport n'était déposé, aucun mot au sergent, juste les bras croisés à l'entrée du tribunal, défiant quiconque de le défier. Pendant ce temps, elle récupéra son sac à main, épousseta sa manche et s'assit, aussi calme qu'avant. Son silence en disait long, une retenue choisie, non la peur. Les gens regardaient, certains curieux, d'autres honteux. Quelques-uns fixaient l'écran de leur téléphone, repensant à l'incident, mais personne n'intervint. Personne ne lui demanda si elle allait bien. Ici, ce genre de moments arrive tout le temps, et on est habitué à les laisser passer. Mais quelque chose persistait dans son regard, quelque chose dans le silence qui suivit, comme si le système judiciaire avait capté quelque chose d'inattendu. Un instant, le couloir resta immobile, les murmures et les pas calmés par sa calme résolution. Puis, avec un calme délibéré, elle se leva. Ni précipitation, ni panique, juste une détermination gracieuse. Elle lissa sa manche, ajusta son sac et y plongea la main avec détermination. L'agent Mendoza la regarda, perplexe, dévoiler son badge or et bleu, nom en argent, Elena Roras, chef du département de police du district 12. Le couloir sembla halter. Un jeune adjoint resta bouche bée, un greffier laissa tomber un stylo. Derrière lui, le juge marqua une pause au milieu de sa phrase, les yeux plissés vers la porte. Elena n'avait pas besoin de bruit. D'une voix mesurée et inflexible, elle dit « J'ai prêté serment hier, et je suis ici pour observer comment la justice est rendue dans ce bâtiment. » Puis elle laissa le silence faire le reste, pressant de tous côtés jusqu'à ce que même le plafond semble se rapprocher. Mendoza relâcha son étreinte. Sa radio pendait inutilement de sa poitrine. Pour la première fois, il paraissait incertain,
exposé plutôt que puissant. Et tout cela parce qu'une femme avait choisi de ne pas être invisible. La voix d'Elena flottait doucement, tel un murmure porté par une brise légère. J'ai vu exactement ce que je voulais voir. Il n'y eut ni cri, ni éclat dramatique, seulement la vérité sans phare, enveloppée de sang-froid et exprimée par des yeux qui avaient trop vu pour être ébranlés. Carlos ouvrit la bouche, puis la referma. Aucun mot, aucun protocole pour le guider, aucune phrase tirée d'un manuel ne pouvait le sortir de cet instant. Et les spectateurs se contentèrent d'observer, les téléphones continuaient d'enregistrer, les yeux écarquillés, le souffle coupé non pas parce qu'elle avait élevé la voix, mais parce qu'elle n'y était pas obligée. Le soleil n'était pas encore levé. Elena était assise dans sa voiture, en face du palais de justice, moteur coupé et vitres juste assez entr'ouvertes pour laisser entrer la fraîcheur de l'aube. Une tasse de café fumant reposait intacte sur le tableau de bord. C'était le genre de matin où le monde semble immobile, même si l'esprit s'emballe. Elle se laissa aller dans son siège, le regard fixé sur les marches de pierre familières et la façade en briques patinées par le temps, même porte en verre dépoli, mais une autre raison d'être ici. Elle ne s'était pas garée ici depuis des années, pas depuis ses 17 ans, main dans la main avec sa mère, cherchant à comprendre pourquoi les agents de sécurité leur aboyaient dessus comme s'ils avaient commis un crime. Sa mère n'élevait jamais la voix, elle portait un simple chemisier sans manches et une longue jupe, rien de voyant, rien de moins que respectueux. Pourtant, un agent les arrêta à l'entrée, examina sa mère de la tête aux pieds et ricana, « Vous ne pouvez pas entrer habillée comme ça. » Elena se souvenait encore de la chaleur de la main de sa mère serrant la sienne, de la douleur de ces mots qui ressemblaient moins à une règle qu'à une accusation. Personne autour ne répondit. Après 2 longs trajets en bus, elles firent demi-tour et rentrèrent chez elles. Ce fut le jour où Elena apprit à quel point le silence pouvait être assourdissant. Elle soupira et caressa du doigt le bord de sa tasse de café. Revenir maintenant, avec le titre de « chef » appris à ses côtés, lui semblait étrangement lourd plutôt que triomphant. Avec un calme délibéré, elle se pencha sur le siège passager et en sortit un mince dossier corné. À l'intérieur se trouvait une lettre de refus qu'elle avait conservée toutes ces années, la première fois qu'elle avait postulé à l'académie. Fraîchement sortie de l'université, vive et déterminée, elle avait réussi tous les examens écrits et les tests physiques. Mais pendant sa formation, elle avait déposé plainte après avoir été témoin des remarques racistes d'un instructeur envers une autre recrue. Il l'avait qualifiée d'insubordonnée. Elle avait appelé cela la vérité. Une semaine plus tard, sans explication ni excuse, elle était partie. Elle aurait pu abandonner les forces de l'ordre à ce moment-là et elle l'a presque fait. Mais sa mère venait d'apprendre qu'elle avait un cancer du sein, et pendant ses longues nuits de prière entre 2 visites à l'hôpital, Elena trouva quelque chose dans une vieille boîte à souvenirs, une lettre, pliée soigneusement et en petit format, l'encre s'effaçant sur les bords. La justice ne porte pas d'insigne, disait-on. Tiens-toi droit dans ton dos. Si tu le sens là, ne laisse personne le briser. Sa mère avait écrit ces mots des années avant cette humiliante confrontation au tribunal. Elena ne montra jamais la lettre à personne, pas même à la commission d'examen lorsqu'elle redemanda son emploi, mais elle la gardait dans son portefeuille, glissée juste derrière sa carte d'identité. Ce n'était pas un insigne, c'était une promesse. Dans le calme de cette heure précédant l'aube, elle déplia la lettre une fois de plus, laissant ces mots s'incruster profondément en elle. Elle aperçut son reflet dans le rétroviseur, des yeux plus âgés, plus sages, mais toujours brûlants du même feu. Elle n'était plus la jeune fille serrant la main de sa mère, ni la cadette implorant justice dans un système défaillant. Elle était la femme qui retournait dans ce même bâtiment, non pas comme témoin, ni comme victime, mais comme chef. La justice était toujours ancrée dans sa colonne vertébrale, ferme, intacte. Elle glissa le dossier sous son siège, but enfin une gorgée de café et sentit son amertume familière se transformer en détermination. Elle sortit dans la rue, rajusta sa veste et referma la porte derrière elle avec un léger clic. Pas de sirène, pas de gyrophare, pas d'annonce, juste une décision silencieuse. Aujourd'hui, elle ne se tairait pas. Dans une étroite salle de conférence, à l'abri des bureaux administratifs, pas de caméra, pas de journalistes, pas d'avocats, seulement des murs beiges et une table en bois qui semblait se préparer à l'orage qui s'annonçait. Carlos Mendoza était assis, raide, les bras croisés, la mâchoire serrée. Il n'avait pas parlé depuis qu'elle l'avait convoqué, mais ses yeux brûlaient du désespoir d'un homme acculé, faisant toujours semblant de ne pas l'être. Elena plaça entre eux un épais dossier, l'onglet rouge clairement marqué. Elle ne s'assit pas. Pas encore. Avant de dire quoi que ce soit, dit-elle calmement, je vous suggère de le parcourir. Carlos resta immobile.
Elena ouvrit elle-même le dossier, feuille par feuille, révélant des captures d'écran imprimées, des photos prises par des caméras corporelles, des rapports d'incidents aux incohérences soulignées, et des notes internes mystérieusement disparues avant d'avoir pu être déposées. Tu pensais vraiment que personne ne te regardait? Son ton était calme, non pas furieux, mais résolu. Il y a toujours un témoin, une victime, un policier qui n'est pas tenu par la loi du silence. Carlos laissa échapper un rire amer et attrapa une page. C'est n'importe quoi, marmonna-t-il. Tu m'entraînes ici pour me faire passer un message, pour m'humilier encore une fois? Tu l'as déjà fait là-bas, devant tout ce foutu tribunal. Elle se pencha, la voix légèrement plus haute. Tu croyais que je n'avais pas vu ton regard? Parce que ce n'est pas une question de justice, c'est personnel. Elle était maintenant assise, ferme et imperturbable. Elle laissa ses paroles flotter, puis parla d'un ton si calme qu'il sonnait plus aigu que n'importe quel cri. Vous ne m'avez pas seulement humilié, chef Mendoza, vous avez humilié ce badge. Carlos cligna des yeux. Pardon? Elle se pencha en avant, plus près maintenant, non pas avec agressivité, mais avec une intention délibérée. Cet uniforme ne vous donne pas le droit d'empoigner, de bousculer, de vous mettre en avant. Il vous donne la responsabilité de protéger, de servir avec modération et intégrité. Vous l'avez oublié depuis longtemps. Pire encore, vous avez appris aux autres à l'oublier aussi. Carlos laissa échapper un rire creux. Tu es chef depuis 2 jours, et soudain, tu es la référence morale de tout le service. Il lui rendit le dossier. C'est une chasse aux sorcières, de vieilles affaires, des plaintes de gens qui détestent la police. Tu crois vraiment que tout ça tient la route? Elena ne répondit pas tout de suite. Elle inspira profondément, laissant le silence faire son effet, puis glissa la main dans sa veste et en sortit une clé USB. Elle la plaça sur le dossier. Ça vient de la caméra du vestiaire, dit-elle doucement. Vous pensiez qu'elle était éteinte. Ce n'était pas le cas. C'est vous qui dites à un bleu de gérer le tapage matinal. C'est vous qui riez tandis qu'un homme bègue était menotté avant même d'avoir pu expliquer qu'il était témoin, pas suspect? L'expression de Carlos vacilla, l'espace d'un instant, mais elle était là. Tu n'as aucune idée de ce que c'est là-bas, cracha-t-il. Tu n'as pas le droit de me faire la morale sur ce qui se passe dehors, l'interrompit-elle d'une voix toujours posée mais tranchante comme une lame. On m'observait prendre chaque décision, on attendait de moi que je mémorise les procédures et que je les exécute 2 fois mieux parce que... Elle savait qu'elle n'aurait pas de seconde chance si elle faisait une erreur. Finalement, elle se laissa aller au fond de sa chaise et le regarda droit dans les yeux. La différence entre toi et moi, Carlos, c'est que je n'ai jamais porté ce badge comme un bouclier, dit-elle doucement. Je le portais comme un poids. Il remua sur son siège, soudain diminué. Pendant un long moment, aucun d'eux ne parla. Puis Elena se leva, prit le dossier et la clé USB et les tendit tous deux dans ses mains. Il ne s'agit pas de vengeance, dit-elle d'une voix calme et implacable. Il s'agit de régler ses comptes. Elle se dirigea vers la porte et marqua une pause juste avant de tourner la poignée. Tu as bâti ta carrière sur la peur, poursuivit-elle, mais ça ne dure que jusqu'à ce que quelqu'un cesse de te craindre. Elle pencha légèrement la tête pour qu'il puisse voir son visage. Tu es la voix la plus forte dans cette pièce depuis des années, Carlos. Voyons comment tu gères le silence. Et sur ce, elle le laissa seul au pas de lumière, pas de public, seulement le bourdonnement du conduit d'aération et le goût lourd et amer d'être vraiment vu. Tout a commencé par un clip de 23 secondes, une vidéo granuleuse et inclinée, filmée par un téléphone portable, montrant le bord d'une voiture de patrouille, un trottoir et un garçon peut-être 15 ou 16 ans debout, les mains à moitié levées. Son sac à dos gisait par terre. Sa voix, bien que faible, était ferme, je n'ai rien fait. Je voulais juste. Puis vint la bousculade. L'agent Carlos Mendoza se précipita, attrapa le garçon par le col et le projeta de côté. L'épaule du jeune homme heurta le trottoir avec un craquement perceptible malgré le bruit étouffé. Il poussa un cri, puis s'immobilisa. L'image se figea sur son visage tordu, un bras tenant l'autre, les jambes trop tétanisées pour bouger. C'était le genre de vidéo qui empêchait les gens de faire défiler la page, et elle a été partagée pour la première fois par Lucia Vargas. Elle l'a publiée sans légende, juste la vidéo et une date, il y a 6 ans, comptée de San Vicente. À midi, la vidéo avait déferlé sur tous les fils d'actualité. Les hashtags explosaient, hashtag justice pour Matteo, hashtag soutenez-la. Matteo Vargas,
le garçon qui avait résisté à son arrestation devant la bibliothèque, était devenu un nom que les gens murmuraient avec indignation. Aucun média n'avait jamais diffusé la vidéo, à l'époque, il n'avait diffusé qu'une photo d'identité judiciaire, et Matteo n'avait jamais été inculpé. Son bras avait cicatrisé de manière tordue, et sa famille était restée silencieuse, jusqu'à maintenant. Ce soir-là, Lucia se tenait devant une caméra. Pas de studio impeccable, juste un mur de briques nues, un seul micro et des yeux chargés de trop de silence. Elle parlait sans trembler. Il y a 6 ans, mon frère a été blessé par l'agent Carlos Mendoza. Ce n'était ni un suspect ni une menace, c'était un adolescent qui avait raté son bus et qui lisait une BD assis sur le trottoir. Ce jour-là, Carlos s'est cassé le bras. Ce qui l'a vraiment brisé, c'est notre confiance. Elle regarda droit dans l'objectif. Il ne s'est jamais excusé. Il n'a jamais été sanctionné. Il n'a même jamais reconnu ce qui s'était passé. Je ne suis pas là pour demander des excuses. Je suis là pour que personne d'autre ne soit obligé de se taire comme nous l'avons fait. Elle marqua une pause, le temps de bien réfléchir. Si tu penses que le silence te protège, tu te trompes. Il ne fait que retarder la vérité. L'émission n'a duré que 2 minutes, mais au matin, elle avait déjà été vue plus de 8 millions de fois. Les commentaires ont fusé, pourquoi c'était caché? Où étaient les affaires internes? Mon fils ressemble comme 2 gouttes d'eau à Matteo. Le couvercle a explosé, et cette fois, la vapeur n'a pas pu être contenue. Les présentateurs ont parlé d'un point de bascule, des militants ont exigé la démission de Carlos, même des policiers d'autres commissariats l'ont discrètement désabonné en ligne. Partout, le hashtag #supporter a rayonné dans le ciel numérique. Elena a vu la vidéo vers 5h30 du matin. Elle était éveillée, agitée, comme depuis des nuits entières. Un courriel d'un ancien contact dans les médias arriva, avec 3 mots dans l'objet, « Vous avez besoin de ça ». Elle le regarda une fois, puis une autre. Elle resta assise un long moment, les mains jointes, à contempler le lever du soleil percer l'obscurité. Elle se souvint de ce nom, Matteo Vargas. Elle se souvint du rapport initial, présenté comme « force en réponse à un non-respect », mais sans image de caméra corporelle ni enquête, juste des documents. Un garçon de 15 ans avec un bras cassé. Le silence autour de ce dossier était désormais assourdissant. À 7h du matin, Elena entra dans le commissariat de San Vicente. Ce matin-là, l'atmosphère du commissariat était différente, ni peur ni colère, mais quelque chose de plus lourd et de plus calme, le calme qui règne quand on sait que le vent a tourné, même s'il ne sait pas d'où il souffle. Carlos n'était pas là où il s'était déclaré malade mais les murmures le suivaient quand même. Un policier était adossé au comptoir du café, feuilletant les messages sur son téléphone. Un autre était assis à un bureau, les emails non lus s'accumulant tandis que le bandeau au-dessus de lui affichait « Vargas vidéo tendance ». Personne ne le dit à voix haute, mais tout le monde savait que quelque chose clochait, et cette fois, ce ne serait pas masqué par un mémo ou une séance de recyclage. Lucia n'avait pas besoin de republier. La vidéo avait parlé, le silence était terminé, et la vague ne faisait que commencer. Lorsque Carlos Mendoza revint par la porte d'entrée lundi matin, il s'attendait au hochement de tête et aux salutations habituelles ou au privilège tacite d'être remarqué. Au lieu de cela, il ne trouva rien. Pas de tête tournée, pas de « bonjour », pas de reconnaissance légère. La porte siffla derrière lui, le scellant dans un couloir plongé dans un silence épais non pas réconfortant, mais plus éloquent que les mots. Autrefois, les nouveaux venus l'admiraient, ils disaient qu'il était efficace. Maintenant, les regards glissaient sur lui comme la pluie sur le verre, comme s'il était devenu partie intégrante du mur. Il passa devant la salle de pause. La machine à café ronronnait, mais l'officier subalterne qui se versait sa tasse regardait droit devant elle, détournant délibérément le regard. Dans le couloir principal, un nouveau prospectus flottait sur le panneau d'affichage tandis qu'il passait. Il n'avait pas remarqué les mots. Il n'en avait pas besoin. Il ouvrit sa boîte mail. L'objet du message était éloquent, congé administratif avec effet immédiat. Aucune explication, aucune signature, juste un PDF avec son nom et son numéro de badge. Il fixa l'écran plus longtemps que nécessaire, puis se pencha en arrière et cligna des yeux vers le plafond, comme si les lumières avaient changé sans qu'il s'en aperçoive. Au bout d'un moment, il fit ce qu'il n'aurait jamais cru devoir faire, il envoya un courriel rapide et enflammé au chef. Objet, division interne urgent. La chef Roras est en train de détruire ce service. L'opinion publique se retourne contre nous.
Elle leur alimente un discours qui dépeint les agents comme moi comme des méchants. Si nous ne réagissons pas maintenant, le moral va s'effondrer. Nous avons besoin de leadership. Nous devons agir avant qu'il ne soit trop tard. Il appuya sur « Envoyer », puis se laissa aller en arrière, attendant quelque chose. 10 minutes plus tard, une réponse d'Elena Roras arrivait. C'était une seule phrase, « Non, tu l'as détruit. Je fais juste le ménage. » C'était tout, pas de salutation, pas d'explication, pas de place pour le débat. Plus tard dans l'après-midi, le courriel a fuité. Personne n'a jamais expliqué comment, mais il est apparu d'abord dans le groupe de discussion du département, puis sur un subreddit dédié aux forces de l'ordre, et enfin dans l'édition numérique du journal local. Rien de plus qu'une phrase, elle nous brise. En dessous, un officier anonyme ajouta, « Non, monsieur, nous étions déjà cassés. » Elle a juste appuyé sur l'interrupteur. C'est à ce moment-là que le véritable changement a commencé, tacite et irréversible. Carlos revint le lendemain pour récupérer quelques affaires, des dossiers, ses chaussures de sport et la tasse à anse ébréchée qu'il utilisait à chaque service. Le poste avait la même apparence, mais l'atmosphère était différente. Il se sentait comme un étranger dans un lieu qu'il avait autrefois dirigé. Il croisa un jeune bleu à peine 20 ans, l'uniforme encore raide aux épaules. Le gamin leva les yeux, croisa Carlos l'espace d'un instant, puis resserra sa veste sur le logo de l'académie, comme s'il avait honte d'être vu avec Carlos ou ce badge. Carlos se figea à mi-chemin. Cela lui fit plus mal que n'importe quel titre. Il se tourna vers la sortie. Un lieutenant discutait avec 2 officiers subalternes. Dès qu'ils aperçurent Carlos, leur conversation s'interrompit. L'un baissa la tête et fixa ses bottes. L'autre lui adressa un sourire poli qui ne lui parvint pas jusqu'aux yeux, puis retourna à son téléphone. Personne ne lui demanda s'il avait besoin d'aide. Personne ne lui demanda où il allait. Personne ne lui demanda quoi que ce soit. Ce n'était pas de la colère. C'était pire, du détachement. Il s'arrêta près des vestiaires et jeta un coup d'œil en arrière, espérant bêtement que quelqu'un l'appellerait, dirait quelque chose ou n'importe quoi. Mais le silence resta pesant. Il n'y eut ni audience, ni verdict officiel, ni gros titre criant « coupable ». Pourtant, la sentence avait déjà été prononcée non pas par le tribunal, mais par le peuple. Et le pire, il réalisa, pendant des années, il s'était convaincu de maintenir la ligne, de protéger le système. En réalité, il s'était caché derrière. Dépouillé de cette fausse armure, il n'était plus qu'un homme. Un homme autrefois respecté, mais désormais rejeté. Il y a des sanctions visibles, suspension, amende, blâme. Et puis il y en a d'autres invisibles, des sanctions qui peuplent chaque couloir vide, chaque dos tourné, chaque conversation qui s'éteint dès que vous entrez. Pas besoin d'un tribunal pour ressentir ce genre de jugement. Il suffit d'un service rempli de gens qui ont cessé de croire que vous méritiez ce badge. La salle de réunion n'était pas grande, juste assez pour une longue table, une cafetière tiède et 20 chaises pliantes qui grinçaient dès que quelqu'un bougeait. Mais ce matin-là, quelque chose dans l'air la rendait différente, plus légère, toujours tendue, toujours prudente, mais imprégnée de quelque chose qu'il n'avait pas ressenti là depuis longtemps, la possibilité. Elena Roras se tenait en bout de table, sans estrade, sans texte, juste elle, un dossier sous le bras, et le calme que procure le choix judicieux des mots. Anciens et nouveaux officiers occupaient les sièges. Certains croisaient les bras, d'autres prenaient des notes, quelques-uns se contentaient de l'observer, la jaugeant non par méfiance, mais parce qu'ils ignoraient encore jusqu'où ils pouvaient se fier. Elena s'éclaircit la gorge, puis commença, la reconstruction commence par reconnaître ceux que nous avons perdus, ou pas seulement ceux qui nous ont quittés, mais aussi ceux que nous avons repoussés. Elle marqua une pause et laissa son regard parcourir la pièce. Aujourd'hui, nous commençons avec quelqu'un que nous n'aurions jamais dû laisser partir. Elle se tourna et fit un geste vers la porte. Marisol Torres entra. Les têtes se relevèrent brusquement, quelques-unes restèrent bouche bée. Marisol se tenait droite, le dos droit et le menton haut, dégageant une puissance tranquille qui attirait l'attention plutôt que de la réclamer. 6 ans plus tôt, elle était l'une des rares femmes officiers de l'équipe tactique respectée par beaucoup, contestée par d'autres encore. Elle avait mené une négociation de prise d'otage qui avait fait la une des journaux nationaux. Pourtant, ce dont on se souvenait le plus, c'était de sa rétrogradation. La note était vague, évoquant des inquiétudes quant au ton et à la prestance de la direction, mais tout le monde savait ce que cela signifiait vraiment, elle ne dirigeait pas comme un homme, et certains hommes n'étaient pas prêts à suivre une femme. Ce matin-là,
elle se tenait à nouveau devant eux, non pas comme un avertissement, mais comme un nouveau départ. Elena lui fit un signe de tête. L'agent Torres est réintégré, avec effet immédiat, comme adjointe à la formation. Elle supervisera le développement sur le terrain et la réforme culturelle dans tout le district. Une personne applaudit. Puis une autre se joignit à elle. Bientôt, toute la salle applaudit, lentement, régulièrement, avec une conviction grandissante. Marisol leva la main et le silence se fit. Elle s'avança d'une voix ferme et assurée. « Je ne me suis pas tue ces dernières années », a-t-elle déclaré. « J'étais marginalisée, mais pas réduite au silence. On m'a juste fait attendre plus longtemps pour parler. Maintenant que je suis de retour, je ne demande pas à être entendue, je parle pour que les autres sachent qu'ils peuvent aussi parler. » C'était tout. Pas de théâtralité, pas de vengeance, juste une déclaration de retour. Elena observait depuis son siège et, à cet instant, elle n'avait pas l'air d'une patronne accordant une seconde chance à quelqu'un. Elle ressemblait à une femme ouvrant une porte et la tenant ouverte pour que d'autres puissent passer. Après la réunion, le couloir vibrait d'une énergie tranquille. Un nouveau venu, toujours en train de jouer avec son porte-badge, chuchota à un autre, « Je ne savais pas que c'était Marisol Torres. » L'autre acquiesça. « Ouais. Et maintenant, c'est notre entraîneuse. » « Tu y crois? » « Pas sarcastiquement, j'espère, » répondit le premier. « Peut-être que les choses changent vraiment. » Plus tard dans la semaine, Marisol a animé sa première séance. Il n'était pas question de tactique ou de loi, mais d'écoute. Elle se tenait devant un groupe hétérogène, de jeunes recrues, des officiers en milieu de carrière, et même 2 lieutenants supérieurs qui avaient choisi de rester assis. « Quand est-ce que quelqu'un vous a écouté pour la dernière fois, non pas votre badge, mais votre histoire ?» a-t-elle demandé. La pièce resta silencieuse un instant. Puis quelqu'un prit la parole. Puis un autre. Lentement, le silence commença à se rompre. Elena se tenait derrière la vitre, les bras croisés. Elle ne souriait pas vraiment, mais il y avait une chaleur dans son expression et une force tranquille qui disait « Voilà à quoi ça doit ressembler. »